Bonjour, je suis ravie que vous soyez présents régulièrement et de façon assidue et intéressée pour l'écoute de nos podcasts. Aujourd'hui, j'ai choisi de me présenter différents volets, différents leviers aussi individuels de développement d'une compétence et d'une compétence qui est une compétence dite molle, puisque c'est la compétence de l'empathie. Alors, peut-être que certains, en m'écoutant, se disent « mais l'empathie, c'est quand même pas une compétence. » Voilà, c'est un trait que nous avons à la naissance, ou pas. Certains en sont dotés, alimentés par des valeurs d'altruisme. Alors, ce podcast est là pour enlever certains biais, certaines méconnaissances et vous donner des clés, des types d'empathie dont il s'agit, de pouvoir aussi vous donner des clés sur les usages pour soi-même et pour les autres, d'actualiser aussi l'importance de l'utilisation et de comment vous pouvez développer cette empathie si vous le souhaitez. Voilà, si vous êtes intéressé par cette thématique, restez avec moi. Je suis Corinne Lannepaban. J'accompagne les transformations d'organisation des équipes et évidemment individuellement, plus particulièrement des managers, des dirigeants ou chefs de projet, puisque c'est comme ça que sont souvent alloués les projets et les leviers de formation, conseil ou coaching. Alors, l'empathie. Science molle, oui. Un effet de mode, non. Une compétence, oui. Et c'est une compétence qui fait partie du bilan d'intelligence émotionnelle. Si vous avez pu en bénéficier, vous le savez. Dans les 15 compétences d'intelligence émotionnelle, vous avez la possibilité de situer votre niveau d'empathie. Alors l'empathie aujourd'hui, c'est vraiment une compétence qui est reconnue comme un des principaux leviers de réussite des activités de relations d'aide, d'accompagnement et y compris d'accompagnement des équipes. Donc, on arrive à notre sujet de cette compétence qui est extrêmement précieuse lorsque vous souhaitez accompagner les transformations et embarquer vos équipes. C'est le ciment relationnel de toutes les relations. Alors c'est vrai que les avancées des neurosciences nous ont permis, au travers de moult études aujourd'hui, nous ont permis de pouvoir avoir des repères un petit peu plus explicites, précis sur ce qui est prouvé au niveau de l'empathie et de son usage, y compris en organisation et pas seulement dans le domaine des soignants ou des relations d'aide. Entre autres, je parle des soignants parce que c'est le docteur Hélène Riès, R-I-E-2-S, professeur en psychiatrie, qui a dédié toute sa carrière au développement de l'empathie et qui a beaucoup apporté d'éléments de preuve scientifiques sur les impacts de l'usage de l'empathie. Alors dans le podcast, ce que je vous propose, c'est de le scinder en différentes parties. La première, c'est quand on parle d'empathie, qu'est-ce que c'est ? De découvrir aussi les 3 formes d'empathie, comment ça s'inscrit dans les usages en intelligence émotionnelle, les 4 composants d'intelligence émotionnelle qui sont présentés par Daniel Goleman, et puis qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, pour certains, ça peut être difficile de l'utiliser, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des tensions, des déséquilibres, donc de pouvoir aborder un petit peu ce sujet-là, et enfin comment le développer. Alors, malheureusement, nous ne sommes que 20 minutes ensemble, ce qui est assez court pour un sujet aussi vaste. Donc je vous propose et je vous invite, comme à chaque fois, à me solliciter pour en savoir un peu plus, peut-être pour être accompagné personnellement, déjà de bénéficier de votre bilan si vous le souhaitez. En tout cas, en 20 minutes, vous aurez déjà des repères assez précis pour expliciter et partager les sortes d'empathie. Alors, est-ce que c'est inné ? Est-ce qu'on peut améliorer notre capacité à être empathique ? Est-ce que ça s'active automatiquement et est-ce qu'on pourrait la perdre ? Toutes ces questions-là, c'est vrai que c'est souvent un radar social qui est extrêmement important et pour autant, moi j'entends
en préparant les séminaires d'équipe, quand on fait des entretiens préliminaires, on s'aide aussi d'outils de diagnostic avec l'intelligence artificielle et des bilans de diagnostic pour situer les équipes, mais bien souvent, c'est aussi en appui d'entretiens préalables. Et dans les entretiens préalables, j'entends assez fréquemment le manque d'empathie qui est ressenti, en tout cas perçu comme ça, de la part des équipes. Alors je vous entends déjà commencer peut-être à dire « Oh bah oui, bah bon, ce sont des enfants gâtés, ils sont jamais satisfaits, pourtant tout ce qu'on met en place pour eux. » Alors mettre en place pour eux, là, il s'agit de être avec eux et donner des indications, des éléments relationnels qui leur permettent de ressentir cette proximité que l'on ressent quand quelqu'un fait preuve d'empathie. Alors, est-ce que c'est inné ? Oui, effectivement. Et en même temps, est-ce que ça se développe ? Oui, ça se développe. Donc, c'est pas comme Obélix, quand on est tombé dedans, on est très très généreusement servi. Et puis certains passeraient leur chemin parce qu'ils ne pourraient pas du tout être empathiques. Alors, être empathique, déjà, le terme, vous voyez, je fais un peu quelque chose qui est maladroit, c'est développer de l'empathie, mettre en place de l'empathie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire observer et décoder des signaux faibles, les capter. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se captent au niveau du non-verbal, au niveau aussi du ressenti. Si vous avez écouté le podcast sur les biais cognitifs, vous savez que notre décryptage émotionnel est beaucoup plus rapide. On est à 200 millisecondes par rapport au décryptage cognitif qui arrive après, à 380 ou 400 millisecondes. Ce qui veut dire que vous captez certaines choses physiquement, émotionnellement. Et ces émotions apportent des éléments à la pensée qui permettent ensuite d'être analysés, de déclencher des décisions, des situations, un positionnement. Donc, au départ, il s'agit de développer une capacité à observer des signaux faibles et à ressentir des éléments que peut-être l'autre ressent. En tout cas, ça nous amène, si vous êtes intéressé pour développer l'empathie, ça vous amène et ça va vous amener, et un cadeau, peut-être un cadeau caché, de mieux ressentir, connaître, identifier aussi vos propres émotions. Alors, ça se développe, ça c'est sûr. Certains ont plus de potentiel et de facilité à capter les signaux faibles, oui, c'est évident. Et maintenant, il y a la question des 3 formes d'empathie. 3 formes d'empathie qui se développent à des tranches d'âge différentes. Il s'agit, peut-être en avez-vous entendu parler, parce que vous avez à la fois les travaux de Goleman, Daniel Goleman, et vous avez à la fois les éléments et repères de Serge Tisseron, qui est un psychiatre et docteur en psychologie, qui a énormément œuvré dans la santé au travail et les risques psychosociaux. Et donc, il existerait 3 sortes d'empathie. L'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive et l'empathie mature. L'empathie émotionnelle, elle se développe vers l'âge de 1 à 3 ans. Ce qui veut dire qu'un enfant de 1 à 3 ans a déjà la possibilité de capter, de percevoir l'émotion des autres et aussi ses propres émotions. Alors c'est vrai que c'est une première étape de reconnaître ces émotions-là. Il est fâché, il a peur, il est content. Donc il va décrypter ces différentes manifestations d'émotions. Et elle permet de pouvoir comprendre, mettre des mots ensuite et peut-être de l'exprimer si vous en faites le choix, mais en tout cas de comprendre les émotions des autres. La deuxième empathie, c'est l'empathie cognitive. Elle se développe à partir de l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, et elle permet de mettre du sens derrière. Alors je suis puni parce que j'ai écrasé ma mousse au chocolat par terre et j'ai voulu faire un tableau avec ma mousse au chocolat. Et donc, là, on m'a mis au lit directement, j'ai pas eu d'histoire, alors que d'habitude, maman, elle me raconte une histoire. Ou alors, tiens, au jardin d'enfants, j'ai arraché le jeu d'un enfant et il se met à pleurer. Tiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un lien de cause à effet. Donc, à partir de cet instant-là, l'empathie cognitive se met en place de façon évidemment épisodique et puis de façon plus construite ensuite pour
décoder et faire des liens et mettre du sens avec cette empathie cognitive. Vous voyez déjà que c'est intéressant parce qu'en tant que manager, parce que j'ai fait un petit passage sur l'évolution et les repères en âge, pour vous donner aussi l'importance et la mesure de notre historique à chacun de décodage d'empathie. Quand on remonte à l'âge de 4 ans, chacun, je sais très bien que là, vous m'écoutez, vous n'avez pas 4 ans et demi, d'accord ? Donc, vous avez une grosse expérience d'empathie cognitive. Ce qui veut dire que j'ai souvent des managers qui, en coaching, souhaitent renforcer ce travail de développement d'empathie en me disant, moi, je ne vois pas, je ne capte pas. Alors ils peuvent analyser, ils peuvent décoder, ils peuvent écouter, questionner. Vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire des liens et mieux connaître l'effet que ça vous fait et l'effet que ça fait aux autres. Et puis il existe une troisième sorte d'empathie qui est l'empathie mature, qui elle vient beaucoup plus tard, puisque c'est entre 8 et 12 ans. Et c'est vrai que cette empathie mature et vraiment nous donne accès à la maîtrise de nous-mêmes assez finement, de connaître les sentiments, les nuances, de pouvoir aussi développer de la compassion. Alors compassion, ça veut dire vraiment cette capacité, quand vous savez souvent j'entends l'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Alors je dirais que c'est toujours difficile et on ne peut pas humainement et avec beaucoup d'humilité, il faut le reconnaître, se mettre à la place de quelqu'un. Par contre, on peut ouvrir son cœur et ressentir et projeter peut-être, mais ressentir et se laisser aller à des émotions que l'autre peut avoir. Alors, c'est vrai que je prends ce ton de voix qui est peut-être un tout petit peu décalé du contexte professionnel, parce que vous allez avoir du mal à vous projeter. Ce que j'entends souvent pour ramener à des réalités plus organisationnelles ou d'entreprise, c'est par exemple des annonces de restructuration ou de changement. Alors, laissons de côté peut-être la restructuration, mais ne serait-ce que des transformations. J'entendais récemment une collaboratrice qui disait l'entreprise est en train de perdre son âme. Perdre son âme, quand elle parlait, sa voix était plus grave. C'était une séance à distance, je la voyais en visio, et j'entends cette phrase, le mot âme, la voix qui devient plus grave, et son faciès commençait à changer. Je voyais qu'elle était touchée. Et l'âme, tout de suite, ça m'a amené quelque chose d'émotionnel qui était très important pour elle. Et c'est vrai qu'au regard de son histoire, une collaboratrice qui a 30 ans d'historique dans l'entreprise, pour elle, l'âme de l'entreprise, c'est tout ce qu'elle a connu depuis le début de sa carrière. Donc l'empathie, c'est de reconnaître l'importance pour elle de déconstruire certains repères qui sont quand même bien anciens et qui pèsent finalement dans son histoire. Être manager, c'est comprendre ça, c'est-à-dire c'est pas seulement se dire elle a son travail demain, on n'est pas en train de parler de couper son job, c'est en train d'écouter et d'entendre tout le pan que la personne est en train de ressentir qui ne sera plus. Donc ça veut dire qu'elle est déjà en chemin. Et ça, je vous invite à voir aussi la partie de mise en mouvement. Dans l'empathie, ça nous permet de décoder où en est la personne dans son chemin de transformation et de changement et d'adhérer ou de comprendre ou de refuser le changement. Je vous avais aussi partagé que ça faisait partie des 4 composantes de l'intelligence émotionnelle. La première, c'est la lucidité, prendre conscience de ses émotions, c'est se reconnaître soi. Certains peuvent ressentir et mieux se connaître à partir d'éléments physiques, un point dans le dos, un nœud à l'estomac, le plexus qui se serre. D'autres vont peut-être davantage justement être dans cette empathie cognitive, analyser les choses, réfléchir, relire certains éléments de documents, poser à plat. Ce qui nous amène souvent à avoir un deuxième cadran, un deuxième champ qui serait le contrôle, c'est-à-dire avoir la maîtrise et les conséquences de ces émotions. Savoir que nous sommes inquiets, poser les choses, ça permet peut-être de demander des vérifications d'informations,
de la sécurisation à certains moments, de relire des contrats ou des éléments sur lesquels peut-être on a besoin de se positionner de façon plus précise. Le troisième élément dans les composantes d'intelligence émotionnelle, ça va être l'impact sur la relation, puisque j'étais en train d'en parler à ce moment-là, c'est-à-dire une fois que je comprends et je ressens et j'ai la main sur mes émotions, c'est aussi l'impact que ça va créer sur l'autre, et c'est à cet endroit-là que l'empathie va arriver en quatrième cadran, c'est-à-dire de pouvoir comprendre ou projeter comment peut vivre l'autre face à cette réalité. Vous aurez peut-être du mal à développer votre empathie si vous voulez faire l'impasse de votre propre développement et propre connaissance de composants d'intelligence émotionnelle. Alors, nous avons abordé ensemble les 3 formes d'empathie, les 4 composants d'intelligence émotionnelle. Maintenant, souvent, il y a des freins ou des tensions. Et un des freins qui est le plus fréquent, c'est le frein d'avoir peur de se ramollir, c'est-à-dire d'être un manager qui finalement, parce que je serai empathique et je développerai de l'empathie, je ne serai plus à même de me positionner, de mettre des limites. Alors comprendre et admettre, c'est différent. Donc vraiment, faire preuve d'empathie, c'est rejoindre l'autre là où il en est. Ça ne veut pas. Alors oui, il y a chausser sa paire de lunettes l'espace d'un instant pour justement peut-être reformuler, peut-être interroger, peut-être faire bouger les lignes avec une question qui fait réfléchir. En aucun cas, cela n'amènerait une inhibition totale de votre part sur un point de vue différent. Au contraire, rejoindre l'autre, c'est pour peut-être faire un bout de chemin ensemble, mais avec le même point de départ. Et puis peut-être aussi de partager des perceptions différentes. Donc ça, c'est les premières tensions que j'entends souvent. C'est un peu cette crainte de ce paradoxe, de se dire, mais si je suis investi d'un rôle de leader ou d'un rôle de manager, je ne peux pas non plus aller rejoindre l'autre totalement dans l'empathie parce que ça va me faire passer pour quelqu'un qui est peut-être pas assez positionné dans le devenir vers lequel on doit franchir des étapes. Voilà. Donc si je me mets à protester ou à râler ou à me plaindre, comme les collaborateurs vont me... Excusez-moi, je stéréotype, mais j'entends des fois des choses comme ça. Si je rejoins les collaborateurs là où ils en sont, on n'est pas rendu et on ne va pas avancer. Au contraire, l'empathie va permettre d'avancer parce qu'il y a de la sincérité, il y a la compréhension de là où en est l'autre et il y a la possibilité justement de tracer un chemin à deux qui va être différent de celui qui est par la force ou l'obéissance. Le deuxième, je vois souvent des déséquilibres entre, alors là c'est un peu technique, mais dans le bilan d'intelligence émotionnelle, il y a des compétences de conscience de soi ou de sens des réalités ou d'expression émotionnelle. Et là, je vois souvent des déséquilibres entre si je suis trop empathique et je fais preuve de trop d'empathie, je vais manquer de réalisme. Ça revient un tout petit peu au point précédent. Et si je fais preuve de trop d'empathie, je vais peut-être me noyer finalement ou faire une fusion avec l'autre. Alors qu'au contraire, quand on a fait ce chemin de où nous en sommes soi-même, c'est justement pour que l'empathie puisse aider à rejoindre l'autre, mais pas d'être en fusion totalement. Et il y a une dernière compétence qui est d'exprimer. Et c'est vrai que celle-là, un des freins, c'est d'avoir un développement de vocabulaire qui vous permette d'être dans la nuance, de pouvoir apporter des reformulations plus subtiles et de prendre le temps de s'arrêter et de faire ça. Et ça, c'est vrai que ça peut être un frein, c'est la prise de temps à certains moments. Voilà, de se poser et de reformuler ça. Vous le savez, dans les one-to-one, ça peut être un élément qui nous manque, chacun dans la période dans laquelle on est, qui est le temps. Alors, je souhaitais finir le podcast avec une parole d'Obama en 2006, parce que Obama a vraiment beaucoup parlé de l'empathie.
Vraiment, l'empathie fait partie de ses valeurs essentielles. Il y en a beaucoup, hein, évidemment. J'ai choisi Barack Obama parce que j'ai entendu et noté certains discours qu'il a prononcés. En l'occurrence, là, c'est un discours en 2006. Il s'est adressé à des étudiants au campus Progress Conference. Donc, je vous le lis. Ça fait 6 lignes. Le dernier conseil que je voudrais vous donner est de cultiver votre empathie. Il est souvent question dans ce pays du déficit fédéral. Je pense que nous devrions davantage nous intéresser au déficit en empathie, cette capacité de se mettre à la place de l'autre, à voir le monde sous l'angle de ceux qui sont différents de nous, les enfants qui souffrent de la faim, le travailleur en aciérie qui a perdu son travail, la femme immigrante qui nettoie votre chambre d'étudiant. Je trouve que ces paroles sont vraiment intéressante dans la mesure où ça porte le regard sur des sujets peut-être que l'on peut moins voir ou sur lesquels on s'attarde moins. Quelques clés pour développer cette empathie. La première, c'est d'observer, simplement, d'observer l'autre. Un regard, un retrait, une parole qui est contenue, un ressenti aussi que vous pouvez avoir. La deuxième, ça va être d'élargir votre vocabulaire pour être plus dans la nuance et de vraiment vous entraîner à dire ce que vous captez. Ce que j'ai entendu est, ce qui est important pour toi, c'est, ce que je comprends qui t'embête, c'est, peut-être que le plus difficile pour toi, c'est, la grande question que tu te poses, ça serait ce que cette histoire t'a enseigné, et il y en a plein d'autres, évidemment, mais de vous entraîner à ces nuances dans les ressentis pour aller jusqu'à changer aussi de paire de lunettes. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous met dans une situation où vous avez l'impression de manquer d'empathie, vous pouvez aussi, alors cet exercice est plus difficile, mais vous pouvez aussi vous arrêter et vous dire, s'il m'énerve, et dans cet énervement que je vis, qu'est-ce qui pourrait m'apprendre ? Qu'est-ce que je ne vois pas qui pourrait être apprenant ou intéressant pour moi ? Si je me mets à sa place, qu'est-ce que je ne comprendrai pas parce que peut-être je n'ai pas le même niveau d'information, je n'ai pas le même niveau de positionnement ou de compétence. Donc de vraiment travailler ce positionnement différent, entre autres dans l'agacement et dans les moments où vous avez l'impression que l'autre, par sa différence, ne vous apporte rien. Et pour vous quitter, je vais vous lire une phrase d'une célèbre écrivaine et militante afro-américaine qui s'appelle Maya Angelou. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous leur avez fait. Mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est ça l'empathie. Je vous invite à laisser des traces d'empathie qui permettent de faire grandir l'autre et aussi de vous élever et de vous faire grandir. À très bientôt.